Peut-être. Bonjour. J'avais une question sur la PMA. Nous, c'est vrai qu'on est confronté à des problèmes de PMA chez des patientes anorexiques, gravement dénutries. On a eu à prendre en charge des patientes enceintes suite à des PMA, mais avec des dégradations catastrophiques de leurs troubles alimentaires, et des nutritions, etc. Et je voulais savoir, dans l'obésité, en fait, finalement, toutes les obèses ne présentent pas des troubles des conduites alimentaires. Donc, et par contre, les obèses peuvent avoir des problèmes de fertilité. Comment vous arrivez à faire la part est-ce que vous cherchez spécifiquement des troubles alimentaires chez les patients obèses qui viennent consulter, ou comment vous faites pour différencier Non, pas spécifiquement. Non, pas spécifiquement. Comme je l'ai expliqué, selon les centres, soit il y a déjà des programmes de prise en charge, d'aide à la perte de poids, et c'est dans le cadre de ces programmes de perte de poids que l'on va essayer de qualifier l'origine, parce que le problème de la prise de poids est multifactoriel. C'est déjà un problème en soi socio-économique. Déjà, il y a cette dimension. On sait que l'incidence, la prévalence de l'obésité augmente avec la diminution des revenus. Donc, il y a cet élément socio-économique, puisque ces gens vont se diriger vers des alimentations plus caloriques et moins en qualitatif. Donc, ça, c'est le premier élément. Après, il y a les éléments d'ordre psychologique, et dans ces psychologiques, il y a les TCA, mais il y a aussi d'autres troubles dans lesquels qui vont aboutir à l'obésité. Donc, le praticien en PMA, comme j'ai dit, va être axé, focalisé sur l'objectif, le résultat d'AMP, et beaucoup moins sur la dimension de la problématique elle-même qui conduit à l'obésité, elle va conduire à la fertilité. Donc, c'est vrai que c'est une question aussi, là, actuellement, avec l'hyperspécialisation médicale, il y a une sorte de saucissonnage de la prise en charge des patients, ce qui fait qu'on passe d'un praticien, vous allez voir, pas du poids, vous allez voir tel praticien, pour la fertilité, tel praticien. Quand vous êtes enceinte, vous allez voir encore un autre praticien. Donc, il y a ce saucissonnage des parcours, avec, en fait, in fine, parfois une perte de l'information qui peut être essentielle. Et donc, du coup, tous les patients qui viennent pour des PMA sont orientés vers un psychiatre, un psychologue. Ils ont une prise en charge particulière d'accompagnement dans leur perte de poids, oui, j'imagine, quand ils sont obèses. Et c'est dans ce contexte-là qu'on dépiste et qu'on cherche des troubles alimentaires. Exactement, c'est dans ce contexte-là, voilà. Alors, à savoir, est-ce que après maintenant, se poser la question de à quel moment on peut dire non à une prise en charge d'AMP sur l'argumentaire d'un trouble de TCA non prise en charge. Là, il y a une question à se poser. Est-ce que le spécialiste en MP veut dire à quel moment il peut dire non? Alors, il y a des noms qui sont dits parce que de prise en charge parce que la patiente a un trouble psychiatrique qui risque d'être mis en péril par la grossesse, ou alors même que la dimension de désir de grossesse est complètement aberrante dans ce cadre-là. Est-ce que dans un trouble des comportements alimentaires aboutissant à une obésité, on serait en droit de dire non à une demande d'AMP? Peut-être qu'on serait en droit de demander une prise en charge, oui, en parallèle. Tout à fait, tout à fait. Mais, sachant que l'objectif du spécialiste en AMP ne va pas être forcément la prise en charge du TCA, mais la baisse de l'obésité permettant la prise en charge en AMP.
Et parfois, cette baisse de poids permet peut-être une refertilisation Ah oui, tout à fait. sans Oui. passer par... Oui. La notion de grossesse spontanée, spontanée dans des patientes en parcours de filles, c'est pas quelque chose d'exceptionnel, et notamment dans la perte de poids. Alors, on avait une intervention qui remonte un petit peu de Noëlla Darc. Je pense que c'était peut-être pour... Donc, qui a parlé en premier? C'est Chantal. C'était donc, merci pour votre intervention. Conseillez-vous de supplémenter par œstrogène les patientes encore dénutries pour le capital osseux? Alors, pas en œstrogène dans les pilules œstroprogestatives. Je me rapproche. Donc, pas en œstrogène dans les pilules œstroprogestatives, parce que ça, on a bien montré que ça n'améliorait pas le capital osseux. Ça, au moins, ça, on l'a démontré. Par contre, il y a des questions qui sont, je dirais, pas encore complètement claires, même s'il y a des études dans ce sens-là, qu'avec des patchs qui éliminent en fait le premier passage hépatique, on aurait une amélioration de la masse osseuse. Mais il n'y a pas énormément d'études quand même. Alors ça, je parle chez l'adolescent, hein, je ne connais pas la littérature adulte, mais voilà, en tout cas pas les œstroprogestatifs de synthèse qu'on trouve dans les pilules œstroprogestatives, mais probablement les patchs pourraient être une solution. En tout cas, les oestrogènes naturels doivent être privilégiés versus les oestrogènes de synthèse qu'on trouve dans les contraceptifs. Après, l'expérience montre aussi que chez ces patientes, au-delà de l'indication qui est déjà compliquée à poser, elles sont souvent très réticentes à la prise d'œstrogènes et d'œstroprogestatifs, avec l'idée, le fantasme parfois derrière la réalité, que les oestrogènes modifient la prise alimentaire, qu'ils modifient la masse grasse, qu'ils font prendre du poids, etc. Donc, ça demande une sacrée alliance, un vrai travail avant de faire une prescription qui, 9 fois sur 10, si elle n'est pas travaillée, de toute façon, ne sera pas suivie. Ensuite, on a Adèle Carlier-Gonneau qui nous dit « Merci de ces interventions passionnantes. Pour la partie pédiatrique, avez-vous connaissance d'études ayant exploré le développement pubertaire et la fonction testiculaire chez les adolescents garçons anorexiques et en obésité ?» Alors, le développement pubertaire chez les adolescents qui sont obèses, oui, il y a des petites choses sur le fait qu'effectivement la puberté est plus précoce. Voilà. La fonction testiculaire, là, comme ça, je ne connais pas, mais honnêtement, c'est mon incompétence dans le sens où je n'ai pas fait la littérature là-dessus. Oui, alors, a priori, il y a peut-être des papiers qui sont sortis hier matin, mais effectivement, il n'y a pas d'études sur le garçon, sur la fonction testiculaire, qu'elle soit exocrine ou endocrine, hein, du reste, c'est-à-dire sur la fertilité au sens propre, sur la spermatogénèse, et puis sur effectivement la sécrétion de testostérone et sur l'axe gonadotrope. C'est-à-dire que déjà les TCH chez les garçons, en tout cas les TCH restrictifs, sont peu fréquents, que ce sont des patients qui ne sont peut-être pas les plus fidèles en termes de suivi et de suivi prolongé, donc il n'y a pas de cohorte de patients. Et que les TCH chez le garçon, c'est un peu tout un ou tout l'autre, c'est-à-dire soit ça guérit, ils disparaissent du circuit, soit c'est des formes effectivement chronicisées, associées à des comorbidités psychiatriques sévères, et dans tous les cas, ils échappent au suivi médical. Donc, à notre connaissance, il n'y a pas eu d'études, mais c'est une bonne question. C'est quelque chose à explorer, évidemment. En tout cas, après, les garçons peuvent décrire des pertes d'érection matinale quand ils sont très dénutris et une impuissance. Après, il y a des études sur l'axe gonadotrope. Hein. Je veux dire, au fond, en miroir, on a exactement ce qu'on observe chez la fille. En dehors de la question des règles, évidemment, qui n'est pas la question chez le garçon, mais on observe chez le garçon une insuffisance gonadotrope, c'est-à-dire une insuffisance haute, hypothalamo-hypophysaire, avec une testostérone effondrée, une LH-FSH effondrée, une disparition de la pulsatilité de la GnRH, et on voit la testostérone qui remonte effectivement de façon assez parallèle et corrélée à la reprise de poids et à l'augmentation de l'IMC. Moi, dans mon expérience, c'est une relance qui est souvent assez tardive. Et c'est des garçons, je trouve, qui gardent souvent une testostérone assez basse. Après, la différence peut-être avec les filles, c'est que le TCA débute souvent un peu plus tard. Je ne parle pas des troubles alimentaires du petit, hein, mais que l'anorexie mentale chez le garçon commence un peu plus tardivement que chez la fille et que du coup, ils échappent un peu aux formes sévérissimes prépubères de la fille avec des retards pubertaires majeurs. Donc souvent, c'est vrai que les garçons qu'on prend en charge pour anorexie mentale sont en phase
pubertaires, même si ils n'ont pas achevé leur puberté. Mais on a d'ailleurs, avec l'équipe de l'Institut Montsouris, substitué 2 ou 3 garçons par testostérone, voire par hormone de croissance, et on obtient les mêmes résultats et le même bénéfice avec une reprise aussi de masse musculaire et un développement des caractères sexuels secondaires. Donc ça a l'air de fonctionner aussi bien avec la testostérone naturelle qu'avec les oestrogènes naturels. Et je permets de rajouter aussi, là, chez l'homme ou l'enfant ou l'adolescent obèse, la conversion périphérique en estrogène dans le tissu graisseux. Il vient encore mettre des désordres dans tout le fonctionnement des hormones stéroïdiennes. Et qui est entre autres responsable de gynécomastie et de donc aussi l'image corporelle aussi perturbée. Ensuite, on a une remarque de Brigitte Ballandras qui nous dit donc pour les femmes en obésité avec TCA, l'indication pour la fertilité de perte de poids, voire de chirurgie bariatrique avec une pression de la temporalité, pose des soucis de prise en charge coordonnée en amont de la chirurgie et en post-chirurgie. En effet, il y a parfois des procréations très rapides post-chirurgie et des TCA non verbalisés en amont. Entre parenthèses, contre-indication selon les centres. Je dirais que ça pose aussi la problématique de la chirurgie bariatrique sans prise en charge psychologique. Donc, il est très important que dans les centres parce qu'on sait que maintenant qu'il y a une forte pression de différents niveaux pour la prise en charge de l'obésité par la chirurgie, mais sans oublier que ce problème d'obésité n'est pas qu'un problème d'estomac. Et donc, si on ne prend pas aussi en compte la dimension psychologique dans le cadre de groupes de prise en charge holistique, on aura ce type de problème. Pas d'autres questions? Des questions dans la salle? Je vais rajouter quelques remarques de mon point de vue de spécialiste des TCA de l'adulte, voyant des femmes en âge... Venez. Je me rapproche carrément. Voilà, à moitié, deux moitiés d'hommes. Voyant des femmes en âge de procréer qui sont dans des situations de recherche d'AMP. Alors, il y a différents cas de figure. Il y a un désir de grossesse avec un projet d'AMP et parfois des sollicitations déjà faites auprès des équipes. Il y a parfois des grossesses qui sont déjà en cours. Et il y a aussi des patientes qui sont enceintes et qui viennent consulter. Je trouve qu'il y a, peut-être c'est une appréciation très personnelle, qu'il y a encore un flou sur la position des centres de référence en AMP par rapport à la question de l'anorexie et de la dénutrition. Dans votre présentation, vous situez le seuil de maigreur, puis de dénutrition, mais la maigreur, elle est déjà en dessous de 18,5 d'IMC, c'est-à-dire que pour nous, cliniciens, on est déjà dans la dénutrition. La dénutrition et l'anorexie sont des pathologies et conséquences qui peuvent se soigner, qui peuvent se traiter. Alors, est-ce qu'il y a une urgence à faire une AMP? Est-ce que ça serait plus intéressant d'aborder la question de TCA de façon systématique dans les évaluations initiales? C'est-à-dire que l'on voit bien dans l'étude que vous avez montré que c'est une question qui est présente de façon pas consensuelle, c'est-à-dire qu'il y a une proportion des cliniciens qui se posent la question d'un trouble alimentaire, mais pas tous. Très peu même. Enfin, voilà, c'est plus de la majorité qui ne se la pose pas. Alors que ça devrait quand même être une question systématique. Ensuite, il y a le déni des patientes qui sont en recherche de grossesse, mais qui ne veulent pas forcément reconnaître qu'il y a un reliquat de symptômes anorexiques qui ne leur a pas permis d'atteindre un état nutritionnel suffisant et qui pourrait très bien justifier d'un avis, d'une prise en charge et d'une mise en situation d'avoir une AMP ou même une grossesse spontanée avec un état de santé meilleur, avec la résilience du trouble anorexique et puis peut-être des conséquences de santé moins importantes pour l'enfant, pour la vie du couple, pour la mère. Donc, on est quand même très en alerte, nous, par rapport aux situations qu'on voit apparaître d'aide à la procréation, sur des situations qui pourraient justifier de soins spécialisés du trouble alimentaire. Alors, je pense qu'on peut renforcer le dialogue avec les centres, et j'essaye de le faire là aujourd'hui, avec les centres qui s'occupent de cette question de la fertilité des couples, parce qu'à mon avis, il y a une zone moins claire que pour l'obésité, où clairement, l'obésité est identifiée avec un désir de faire perdre du poids, etc. Moi, je répondrai à cette question
façon beaucoup plus large, c'est parce que là, on est focalisé sur les TCA, mais moi je dirais plus largement de se poser la question de l'évaluation psychologique de tous les couples, je dis bien tous les couples, hein, et pas simplement les femmes, tous les couples qui viennent en demande d'aide médicale à la procréation. Et c'est parce que là, comme je dis, on est focalisé sur les TCA, mais il y a beaucoup d'autres troubles du comportement qui ne sont pas forcément alimentaires et d'autres problématiques psychologiques, voire psychiatriques, qui sont sous-jacentes à la demande de l'AMP, qui nécessitent d'être pris en charge, qui se révèlent au moment de l'AMP ou alors au moment de la grossesse, et plus souvent à la naissance. Oui, avec là encore la difficulté de ne pas retomber sur la difficulté qu'il y a en chirurgie bariatrique où il y a une évaluation psychologique obligatoire avant la chirurgie, mais qui va être vécue comme un coup près d'avoir le droit ou pas d'accueillir d'une porte d'entrée dans les soins, quoi, qui soit l'occasion donnée aux individus. Et même, ça nous soulève aussi la question éthique que j'avais abordée, c'est de savoir est-ce que l'on est cette notion de droit à l'enfant, est-ce qu'on est en capacité, est-ce qu'on est autorisé à dire non à une demande d'AMP et sous quelles conditions? On ne demande pas aux parents qui font des enfants dans leur lit de passer un entretien psychologique. C'est touchy sur le plan éthique, évidemment. Oui, mais on sait quand même les impacts que ça peut avoir sur les interactions précoces, sur la relation dans la suite. Donc, vraiment être persuadé que c'est licite de proposer un accompagnement. Je pense que ça, c'est vraiment important. Et ce, d'autant que la démarche de PMA en soi est émotionnellement et psychiquement une démarche lourde et complexe. Mais c'est cette demande d'accompagnement, est-ce qu'elle est suffisante dans une situation d'aide médicale à la procréation avec un TCA ayant été traité ou alors sous-jacent? Est-ce que l'accompagnement au cours de la processus de PMA est-ce que simplement la proposition est suffisante? Est-ce que voilà. Et là, vraiment, on est à cette limite entre l'injonction ou la proposition. C'est très difficile de se mettre au bon niveau, le curseur au bon niveau pour pouvoir en même temps être non limitatif et censeur et en même temps être accompagnant, mais être accompagnant, il faut aussi que la personne soit en capacité d'accepter cet accompagnement, ce qui n'est pas forcément l'aide à la procréation, c'est pas le traitement d'une maladie. Non. Donc c'est pas une maladie. La procréation, c'est pas une maladie. Déjà, c'est pas une maladie. Voilà. Donc on est sur quelque chose où on doit peut-être considérer les risques qu'on fait courir à la mère, à l'enfant, mais aussi à la triade, quand on s'inscrit dans un processus médicalement assisté d'une situation à risque. On fait courir des risques pour quelque chose qui n'est pas une maladie, alors qu'il y a une maladie qui pourrait justifier des soins et qui peut être améliorée par les soins. Donc, j'amène ma contribution à un débat éthique complexe, et je pense qu'il faut introduire la notion de qu'est-ce qui est pathologique et qu'est-ce qui ne l'est pas. En l'occurrence, ce n'est pas l'infertilité qui est pathologique, c'est le fait qu'il y ait un état nutritionnel qui soit moins compatible avec la fertilité, mais que cet état nutritionnel peut se traiter avec des aspects psychologiques et autres, qu'il faut peut-être le mettre en priorité. Mais sachant que cette problématique de TCA n'est pas forcément à l'origine de l'infertilité. Et que dans les travaux que j'ai pu consulter, si la demande semble plus importante en cas d'antécédent de TCA, la nécessité d'une intervention n'est pas plus importante que dans la population générale. Donc, même quand on a des TCA, un TCA, on peut aussi avoir une problématique d'infertilité nécessitant une prise en charge. Oui, absolument. Bon, parfait, ça va clôturer ce débat. Je pense qu'on va... Juste une dernière remarque de Daniel Castellotti, une question d'ailleurs, qui nous dit: est-ce que l'évaluation psychologique est toujours faite avant une chirurgie bariatrique? C'est obligatoire. C'est obligatoire.
Après, quel va être le débouché, c'est ça aussi, hein, parce que c'est simplement un passage devant un psychologue. Ouais. Voilà, c'est parfois, Un jury. voilà. Clairement, l'idée d'éliminer les pathologies massives, des idées délirantes ou quelque chose qui ferait obstacle immédiat à la chirurgie, mais ça va rarement plus loin en réalité. Il me semble que c'est Sylvain Iceta de Lyon qui racontait qu'il y avait des chirurgies bariatriques 48 heures après la première consultation. Voilà. Ouais. Donc c'est ça, il y a quand même ce problème aussi de la marchandisation de l'injonction à perte de poids. Et maintenant, c'est vrai, comme je dis, je n'osais pas le dire, mais il y a un business. Par contre, pour la PMA, on pose des questions sur les antécédents. Oui. On pourrait imaginer que tous les centres de PMA fassent au moins passer un SCOF, c'est-à-dire 5 questions. Oui. Je ne sais pas s'il y a des études là-dessus. Je sais que la plupart des centres ont des évaluations psychologiques. Je ne sais pas si ça va jusqu'au systématique, mais l'entrée est assez facile. Donc, ça peut être l'obésité, ça peut être, comme je l'ai dit, dans l'évaluation des connaissances ou de la vision des TCA des praticiens en AMP, lorsqu'il y a une IMC qui est inférieure au point normal, ou un ovaire polykystique, ou alors une dysovulation, la question du TCA remonte à plus de 75%. Donc, c'est le praticien d'AMP a la connaissance de l'impact de la présence des TCA, mais quand il est alerté par justement cette évaluation, c'est vrai, qui est très limitée de l'IMC. Est-ce que vous vous référez aux données américaines que vous avez Oui, c'est ça. dans l'article? Oui. Moi, si je peux me permettre, je pense qu'on n'en est pas du tout au niveau des États-Unis, où il y a des recherches systématiques. Et pour avoir auditionné des professionnels qui sont vos collègues, qui sont professeurs d'université, eh ben, je peux vous dire qu'ils ont balayé tout ça d'un revers de main. Et je pense qu'en fait, il n'y a pas beaucoup de communication entre nos deux domaines professionnels. Oui. Et c'est pour ça qu'on avait travaillé, alors mes collègues m'ont aidé avec le nom du collègue qui nous a aidé à faire les recos, pour essayer de créer cet outil. Il faut absolument qu'on diffuse, et on voudrait s'appuyer sur chacun d'entre nous pour le diffuser, pour que ça devienne une routine, si vous voulez. Parce que je pense qu'en France, ça ne l'est pas. Je pense que vous êtes formés, vous connaissez, vous vous interrogez, et je vous jure qu'à la base, et toutes les situations qui nous reviennent, les gens ne connaissent pas et ne sont pas formés. On peut vous citer des dizaines de cas cliniques qu'on va revenir. Moi, d'une jeune femme en postpartum qui a un IMC de 10, elle a eu une AMP, un IMC de 14, et elle n'a pas pris de poids pendant sa grossesse et elle n'a fait que maigrir en postpartum. Ouais. Et quand elle nous contacte, c'est parce qu'en fait, elle-même ne peut pas porter son enfant tellement elle est faible. Enfin, il y a des conséquences, c'est ce que vous soulignez. Alors, c'est extrême ce que je vous dis. Tout à fait. Mais je pense que ça vaut le coup que nos deux univers se rencontrent pour pouvoir favoriser des grossesses dans des bonnes conditions. Enfin, il ne s'agit pas aux psychiatres d'autoriser ou d'interdire, comme on disait, mais d'accompagner pour avoir les meilleures conditions possibles. Et surtout, on voit ce paradoxe entre l'obésité où il y a vraiment des positionnements assez rigides. Hein. Donc, soit c'est 36, c'est en dessous de 35, soit c'est au-dessus de 35. Voilà, donc ça peut être assez rigide. Alors que dans l'autre versant, comme il n'y a pas de problématique liée à la stimulation ou dans les résultats, voilà, c'est ça. Et donc c'est clairement, mais dans l'étude, ces mêmes praticiens d'AMP sont demandeurs, parce que ça reste quand même des médecins et il y a une problématique, même si elle est différée pendant la grossesse avec des problèmes de dénutrition, ça devient un problème obstétrical. Ou alors, postnatal, il y a la problématique, et surtout si on pointe l'AMP comme, entre guillemets, la source de la trajectoire, ils sont en demande de guides de bonne pratique, comment faire, et aussi d'orientation. C'est ça aussi. Qui est-ce que je vais appeler pour cette patiente? C'est pour ça qu'il y a notre ailleurs, c'est pour ça qu'on essaie d'être visible, c'est pour ça qu'on essaie d'échanger au maximum. Ouais, en tout cas, merci pour cette discussion, parce que c'était très important. Merci à tous et à toutes. Merci.